L'enjeu démocratique des médias. Alors, parmi les défilés habillés tout en kéros, Alexandre Penasse, tout en journaliste et en sa carte de presse, etc. Il est tout au complet. Nous avons très bien costumé aussi Pierre Chaudoir de BAM. Nous avons également Marc Moustakis qui est habillé tout en pardon, qui est habillé tout en Oval Média par Zoom. Nous avons Marc Daout qui est en complet veston Nexus. Étienne Chouard qui est habillé en chercheur indépendant en sciences politiques. Et Pascal Allary qui est rédacteur en chef, tout habillé de Stop, le Paris débranché. Et notre modérateur, Bernard Legros, ici présent. C'est à vous. Voilà. Il y a toujours des Bonsoir. imprévus, hein, c'est normal. Ouais. Vivons dans l'imprévu, c'est plus facile à organiser. Voilà, donc puisque nous sommes, cette soirée, cette soirée a été organisée par un média, eh bien, il fallait qu'il y ait une table ronde sur les médias libres et indépendants, et nous en avons quelques-uns autour de la table. La question, évidemment, les questions qui vont se poser, eh bien, ce sont des questions fondamentales, hein, des questions financières, des questions éthiques, des questions déontologiques. Et donc, nous avons autour de la table 4 invités, mais nous avons aussi Marc Moustakakis d'Oval Media. Bonjour Marc. On ne t'entend pas. Vas-y Ça va Marc. bientôt arriver. Ah, très bien. Bienvenue. Et nous avons Marc, deuxième Marc Daoud de Nexus, journal français. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Voilà, parfait. Donc j'ai préparé 4 questions. Chacun des intervenants ne va pas répondre à toutes les questions parce que ce serait trop long. Donc préférentiellement, certains vont annoncer qu'ils vont répondre à l'une ou l'autre question. Par contre, je n'ai pas pu m'organiser avec les 2 Marcs. Alors je vais peut-être leur donner la parole puisqu'ils sont loin. En contrepartie, ils vont pouvoir répondre. Et voilà, je vais poser la première question, qu'une des conditions d'un renouveau démocratique est l'existence de médias libres et indépendants, et aussi financièrement rentables. Comment combiner ces 2 exigences? Et d'ailleurs, est-ce possible, Marc Moustakakis? Sur un modèle économique qui serait viable, à l'heure où justement on a une offre gratuite qui est pléthorique dans, dans les médias, j'allais dire dans les nouveaux médias, pour pas dire les médias alternatifs, c'est une question qui est plus difficile, je pense. D'accord, merci Marc. Pascal, toi qui édites Juste un instant, excusez-moi, ce c'est journal. juste pour dire que Marc nous entend bien. Est-ce que tu pourrais prendre ton micro parce qu'il frotte sur ton vêtement, le prendre en main, le micro de ton casque? Oui. Pour la prochaine question, oui. Ouais, de bien mettre ton micro devant la bouche parce qu'il frotte sur ton pull. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Ok. Alors, Pascal, tu édites ce journal, tu peux le montrer d'ailleurs. Stop le Paris débranché. Voilà, un journal libre sur la capitale. Et tu peux nous expliquer comment c'est né, comment tu essaies de le faire vivre et ce qui se passe. Oui, Comment- alors je ne sais pas si on m'entend. Comment c'est né? C'est né de manière un peu fortuite, hein. On n'avait pas de business plan, on ne sort pas d'école de commerce. C'est venu en fait de discussions qu'on avait à quelques-uns aux soirées de Paris des amis du journal, du mensuel La Décroissance. Et on s'est aperçu que pas mal d'entre nous aimaient écrire. Et donc, il y en a un de nous qui a dit pourquoi on ne ferait pas un petit journal, quelque chose. Alors, au départ, c'était quelques feuilles de chou renéotypées, peut-être, hein, distribuées sur les marchés, voire distribuées parmi les 10 participants des soirées. On a commencé à concrétiser la chose. Et moi, au fur et à mesure, je me suis dit non, qu'on pouvait faire mieux.
Et en fait, au bout de 15 jours, la chose était passée. On avait le titre, donc Stop, avec la tour Eiffel à l'envers qui forme un point d'exclamation et puis le petit jeu de mots à 2 balles en dessous, le Paris débranché en un mot, hein, pour narguer les bobos branchés de la capitale. Et donc très vite, on a décidé que ce serait un journal de 16 pages, bien sûr sans publicité, sans rien autour, sans adresse internet, sans adresse mail, sans téléphone, sans rien, mais qu'on serait au cœur du système, au cœur de la bête, c'est-à-dire qu'on serait distribué en kiosque. Paris et dans les 3 départements de la petite couronne, donc le 93, le 94 et le 95. Donc ce qui fait quand même à peu près, je pense que ça doit être une population qui avoisine celle de la Belgique francophone à peu près, hein, puisqu'à Paris, il y a 2 millions d'habitants intramuros, il y en a de moins en moins, et dans les départements autour, il doit y avoir 5 par là. Bon, c'est pas l'Île-de-France en entier, hein, où il y a 12 millions. Voilà. Donc évidemment, le choix d'être en kiosque était tout à fait réfléchi, hein. On ne va pas venir pleurnicher 6 mois après. Le but était pas d'être dans, alors c'est peut-être décalage par rapport à des choses qui vont être discutées ici ce soir, c'était pas d'être dans l'alternative, mais d'être vraiment, même de manière minime, microscopique, nanoscopique, dans le cœur du système et dans la dissidence. Parce que je pense que l'heure est plus personnellement, hein, c'est mon tout petit point de vue, je pense que l'heure est plus aux alternatives, aux pas de côté, etc. Je pense qu'elle est vraiment, même avec une poignée de personnes, à la dissidence. Et comme disait mon cher président, je crois effectivement que nous sommes en guerre, mais c'est pas la même que la sienne. Merci. Étienne, un avis, toi qui viens de France aussi. Mon avis est constituant. Il me semble que les médias n'ont pas été envisagés par Montesquieu comme un des pouvoirs à séparer, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de raison de se méfier de la télé. Aujourd'hui, je pense que les médias sont un pouvoir à ajouter au pouvoir traditionnel qui sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il faut y ajouter les médias et la monnaie. Nous devrions, dans une constitution digne de ce nom, instituer ce pouvoir dont nous avons besoin. On a besoin des journalistes pour éclairer l'opinion. Il faut que les journalistes soient pluralistes, il faut qu'il y en ait de droite, de gauche, du centre, n'importe quoi. En fait, il faut que vraiment il y en ait beaucoup d'avis opposés. Il faudrait que tous les avis contraires puissent être transposés dans les médias. Et pour que ça soit possible, il faut qu'ils soient libres, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils ne soient pas achetables. Or, aujourd'hui, aucune constitution du monde, ou pratiquement, n'interdit l'acquisition et donc l'accaparement par les plus riches des médias qui fonctionnent. Des médias, alors les médias peuvent être dissidents tant qu'ils sont petits et qu'ils ne fonctionnent pas, puis dès qu'ils deviennent gros, quand Libération, au début, était un journal qui défendait la population, et puis en fait, quand ça s'est mis à marcher, il s'est fait acheter par un banquier, et c'en était fini, c'était devenu un journal de banquier. Il faudrait dans une constitution, et donc une constitution, à mon avis, ça ne peut être que d'origine citoyenne, c'est-à-dire que nous sommes les seuls à pouvoir écrire une constitution comme ça. Il faudrait, dans une constitution digne de ce nom, d'abord définir ce que c'est qu'un journaliste. Un journaliste, nous devrions écrire noir sur blanc, en tête, dans une espèce de glossaire, en tête de la constitution, qu'un journaliste, c'est une sentinelle du peuple, c'est un contre-pouvoir, c'est quelqu'un qui doit inquiéter les pouvoirs, et s'il n'inquiète pas les pouvoirs, c'est un faux journaliste, c'est un fake. Et qu'un journaliste sportif, c'est une contradiction dans les termes, c'est autre chose. Il faut trouver un autre nom que journaliste, mais ce n'est pas un journaliste. Et, autre. Et surtout, je trouve qu'il y a... d'abord, il y a un enjeu majeur. En démocratie, nous allons donner le pouvoir à l'opinion. Notre opinion va devenir capable de prendre des décisions. Donc, il est très important que cette opinion soit éclairée. C'est le boulot des journalistes d'éclairer notre opinion avant que nous n'opinions, avant que nous, c'est un drôle de jeu de mots ça, avant que nous ne donnions notre avis. L'organisation de ces médias, la question est, est-ce qu'il est possible qu'ils soient indépendants, libres
et financièrement rentable. Moi, je ne dirais pas rentable, je n'ai pas besoin qu'ils soient rentables, j'ai besoin qu'ils soient viables, c'est-à-dire qu'ils soient équilibrés et qu'ils arrivent à vivre. Pas besoin qu'ils dégagent de l'argent et que ce soit une source de profit. Mais bon, c'est peut-être, je joue sur les mots, c'est pas grave. Il y a une façon de le faire et à mon avis, elle rejoint, parce que c'est le même objectif, elle rejoint le cas des juges. Nous avons besoin d'une justice qui soit rendue par des gens indépendants, protégés de tous les pouvoirs, et que nous tenons à payer nous-mêmes parce que nous ne voulons pas que les riches payent les juges. Évidemment, parce que si les riches payent les juges vont servir les riches et les riches ne sont jamais punis. Bon, c'est la même chose avec les journalistes, en fait, si vous réfléchissez. Et du même coup, les solutions que nous trouvons pour les juges, on peut les appliquer aussi pour les journalistes. C'est-à-dire que journalistes et juges seraient des fonctionnaires, alors je sais que ça va vous hérisser peut-être, mais attendez, j'ai pas fini, c'est des fonctionnaires un peu particuliers puisqu'ils sont payés, nous voulons les payer, nous les citoyens, et nous l'écrivons noir sur blanc. Nous tenons à payer les juges et les journalistes parce qu'on ne veut pas qu'ils soient payés par les riches. Et en même temps, on veut les protéger, on veut les rendre indépendants, les juges et les journalistes, on veut les rendre indépendants de tous les pouvoirs. Les pouvoirs politiques, donc l'exécutif, le législatif, le judiciaire, le monétaire, tous les pouvoirs policiers, on les rend indépendants, on leur donne un budget, on les paye et on les rend responsables. Alors, ce n'est pas le cas pour les juges. Dans pratiquement aucun pays du monde, dans tous les pays du monde, les juges sont jugés par les juges. C'est-à-dire qu'en fait, les juges sont en fait intouchables partout sur Terre, ce qui est une catastrophe, c'est un truc de fou, ça. Bon, mais c'est à nous d'écrire le contraire. Donc, nous devrions écrire que les juges, comme les journalistes, doivent être responsables, c'est-à-dire que tout pouvoir qui n'a peur de rien va être dangereux. Il devient ipso facto dangereux pour nous. Donc, il faut que les pouvoirs, que tous les pouvoirs, et c'est le rôle d'une constitution, il faut que tous les pouvoirs aient quelque chose à craindre. Il faut que les pouvoirs aient peur. Alors, les gens qui ont le pouvoir vont me détester quand je dis ça, mais pourtant, c'est important. Réfléchissez-y. Si vous voulez être tranquille par rapport au pouvoir, si vous ne voulez pas être traqué par les pouvoirs, il faut que les pouvoirs aient peur de quelque chose. Et donc, les juges et les journalistes font partie du truc. Et il faut qu'il y ait des chambres de contrôle citoyennes, tirées au sort, donc la chambre de contrôle des médias, comme il y a la chambre de contrôle des juges, devant lesquelles les juges et les journalistes rendraient des comptes et seraient punis en cas de défaillance. C'est-à-dire qu'un journaliste qui se serait mis à traquer un citoyen pour régler des comptes personnels et puis qui le calomnierait, qui le roulerait dans la boue et qui ne lui rendrait pas justice une fois qu'il a été lavé, blanchi, ce journaliste-là aurait abusé de son pouvoir. Il faudrait qu'il rende des comptes devant une chambre, et ce serait une chambre comme les jurés d'assises, une chambre de citoyens tirés au sort. Peut-être en parler. Il y a peut-être une autre façon de faire aussi. Donc, traiter les journalistes comme les juges, c'est une façon de faire. À mon avis, je pense que c'est la meilleure. Les jeunes gens qui veulent être journalistes quand ils arrivent à 18 ans, ou bien même un vieux crouton qui ne s'est jamais occupé de politique et puis qui se réveille et qui devient une sentinelle du peuple. C'est comme ça qu'on appelait les journalistes pendant la Révolution française. Et à mon avis, c'est ça l'essence du mot journaliste que nous devrions écrire dans la Constitution. Un vrai journaliste digne de ce nom, c'est une sentinelle qui nous aide à rester vigilants. Il est même vigilant à notre place, il cherche les complots et quand il en trouve, courageusement, il les dénonce. Donc un journaliste digne de ce nom, c'est complotiste. Et les journalistes fake qui nous disent que c'est un vice d'être complotiste, c'est complètement dingue. Les complotistes font leur boulot et ils se font... Bon, bref. Il me semble que... Il y a une autre façon. Il y a une autre façon de... Il faut que j'arrête. Il y a une autre façon de traiter le problème des journalistes, c'est de dire, et c'est à vous d'en décider dans les ateliers constituants, nous décidons que les journaux appartiennent à ceux qui y travaillent. Et on l'écrit dans la Constitution. Voilà. Tous médias, alors les médias, c'est la presse, les radios, les télés, mais c'est aussi les agences de presse, c'est aussi les instituts de sondage, en fait, tous les organes qui servent à forger l'opinion et à informer l'opinion. Ce n'est pas seulement les journaux. Donc les médias appartiennent, nous l'écrivons, les médias appartiennent à ceux qui y travaillent, comme des scopes. Et après ça, on dit, et on les protège, l'État les finance et garantit leur indépendance et ils sont responsables devant une chambre de contrôle. Voilà. Merci Étienne, ce brillant exposé. Alors, j'aimerais qu'on se lance dans un petit exercice exercice de pensée. S'il y a des médias libres, c'est qu'il y a des médias non libres, subventionnés par la publicité ou par le public, et qui n'ont pas aucune ou très peu de marge de manœuvre. Est-ce qu'on peut imaginer une démocratie où il n'y aurait que des médias libres? Oui. Obliger les riches à rendre les médias, dit Étienne. Alors,
Est-ce qu'il n'y aurait que comment on peut imaginer une société où il n'y aurait plus que des médias libres? Est-ce que ça marcherait? Ouais, ça peut marcher. On est, des journalistes citoyens. Moi, je suis publiciste, donc publicitaire. J'ai commencé à faire de l'art contraint parce que je travaille pour la pub. Et maintenant, on est des journalistes libres, on est des gens complètement libres. On a un contexte évident. D'abord, les subventions, elles ont été inventées par les Français après la Révolution française, c'est la première chose. Et Denis Pierrard, qui gère maintenant IPM, est venu sauver Libération, de un petit clin d'œil du côté belge. Donc, on est dans un contexte où oui, on peut être libre. Il y a eu des médias qui ont existé, Marianne, etc., qui ont essayé de travailler avec la publicité. Je travaille pour les gestions de publicitaires. On avait appelé le magazine en disant on va supprimer, sous ordre de Stéphane Moreau ou autres personnes, tous les budgets publicitaires de vous, qui étaient très importants. Donc il y avait une pression entre la rédaction publicitaire et fatalement les médias. Et on l'a encore maintenant. Il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas toucher parce que Marianne, c'était un board pléthorique et il y avait toujours le copain d'un copain que ne pouvait pas avoir, que ce soit Mark Philipson ou les autres. Donc c'est ça, la liberté, elle existe, elle a tout un prix. Moi, la liberté libre, moi, je suis pour un rassemblement. Merci, Alexandre, de nous inviter. Bam, je crois qu'on ne sera fort que si on sera un jour tous ensemble, toute politique confondue, toute obédience religieuse confondue, et qu'on fasse un appel de fonds au public qui donnera à l'ensemble de la presse libre. On s'arrangera pour la distribuer entre nous. Il y a des ratios qui peuvent être faits. On peut nous-mêmes aussi construire des choses comme la presse commune le fait, des dossiers qu'on peut construire ensemble. On s'est retrouvés avec nos amis de Carrosse régulièrement à filmer caméra l'un à côté de l'autre, le même discours d'Alain Collignon. On perdait du temps, c'était pas efficace, on n'était pas efficace pour ceux qui cherchent la vérité, c'est-à-dire vous, et merci à vous qui nous regardez et nous soutenez. Donc c'est vraiment très important d'être très complémentaires. Les dossiers, les médias mainstream font des dossiers communs qui sont internationaux. On pourrait le faire, on doit le faire maintenant avant le 9 juin pour Ursula von der Leyen qui a des comptes à nous rendre et on doit s'activer maintenant, le faire dès maintenant. Merci. Oui. Alors, avant que je ne passe la parole à Marc Daoud, Alexandre va ajouter quelque chose brièvement. Juste préciser ta question, en fait. Il faudrait peut-être définir ce qu'est un média. Si le rôle du média est de médiatiser, de rendre visible le réel, c'est-à-dire de fournir de l'information au sujet, les médias qui appartiennent aux milliardaires ne sont pas des médias, mais sont des outils de propagande. Et donc, il faut les interdire. Je veux dire, c'est du Édouard Bernays, de la propagande pure et dure. Il ne faut pas appeler un média comme Le Soir ou La Libre un journal. J'exagère peut-être un peu pour eux parce qu'ils font parfois des bonnes choses, mais en attendant, c'est surtout, comme le disait Chomsky, un instrument de propagande et de fabrication du consentement. Donc oui, une société peut exister qu'avec médias libres. À côté de ça, il y aura des outils de propagande qui continueront à exister et que les médias libres permettront de déconstruire. Marc Daoud, Nexus est un journal libre, lui, sacrément libre. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je m'entends très mal, j'espère que ça m'a parlé. Je crois que c'est mon moment. J'espère que vous entendez bien. Oui, bien, on entend en tout cas. D'accord. Bon, alors c'est très très compliqué, je vous entends extrêmement mal. Marc, Alors, je vais essayer de rebondir. Je vais essayer de rebondir parce que je pense qu'on est encore dans la question concernant l'indépendance et la rentabilité des médias. Effectivement, c'est une question extrêmement importante et centrale. Je me demande d'ailleurs comment vous faites, vous, à Kairos, pour vous en sortir et tous les autres médias. Franchement, c'est une véritable gageure. À Nexus, ça a été un travail de longue haleine. Moi, j'ai eu la chance, voilà, de travailler dans ce média et ensuite d'en récupérer la direction il y a à peu près 7 ans. Et c'est un média qui était déjà à l'équilibre. Donc, comme disait Étienne tout à l'heure, j'ai cru entendre la question n'est déjà pas de gagner de l'argent, mais en tout cas d'être à l'équilibre. Ce qui est déjà un véritable défi. Et franchement, être à l'équilibre, c'est déjà pouvoir travailler sereinement. Donc à Nexus, c'est vrai qu'on a eu cette chance. Ça fait à peu près, ça fait 25 ans maintenant que le média existe. Donc il a eu énormément de temps pour pouvoir asseoir
voilà, un lectorat fidèle. Et franchement, ce média ne pourrait pas exister sans ses lecteurs. Un média indépendant, déjà, définir l'indépendance d'un média, c'est déjà être loin de pouvoir politique, loin de subventions étatiques qui pourraient nous contraindre. Voilà, en tout cas, à Nexus, nous n'avons qu'une subvention directe, et ça nous permet déjà de pouvoir être un peu affranchis du ministère de la Culture, même si malheureusement, c'est notre ministère de tutelle et on dépend grandement de l'État, qui permet à la presse en France d'avoir une TVA à 2,10. C'est une des conditions de la viabilité financière des médias, en tout cas pour les petits. Pour le reste, être affranchi des pouvoirs politiques, directs ou indirects, j'ai déjà eu pour ma part des personnes qui nous ont proposé de récupérer des parts dans notre média en échange d'importants investissements, ce que j'ai refusé immédiatement. Parce qu'effectivement, je pense que c'est la porte ouverte à une sorte de lien d'intérêt, de lien d'influence. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait suggéré très implicitement, c'est-à-dire que il n'y avait pas de contrepartie à part voilà, la récupération de parts dans le média. Et de temps en temps, s'il y avait des besoins d'enquête ou de publication sur des personnalités politiques, de répondre présent. Donc c'est vrai que l'indépendance a un coût, l'indépendance a un prix. Elle nous prive de revenus publicitaires parce que se lier à des revenus publicitaires, c'est prendre le lecteur pour un consommateur et prendre notre support, notre média pour un support publicitaire et qui nous met aussi dans la gueule du loup. Qui dit revenu publicitaire dit évidemment ne pas pouvoir enquêter, ne pas pouvoir aller sur certains sujets qui pourraient nous rapporter de l'argent. Donc c'est sûr que tous ces sacrifices, en contrepartie, il y a uniquement les lecteurs qui peuvent, les lecteurs, les abonnés, les gens qui soutiennent l'information libre, qui peuvent la compenser. Et cette information a un coût extrêmement élevé, d'autant plus que l'information quotidienne, l'information d'actualité est extrêmement coûteuse. Et on a fait l'expérience à Nexus puisque c'est un média qui historiquement ne s'intéresse pas à l'actualité. C'est un média qui à la base faisait de l'actualité tiède, de l'actualité froide, de l'analyse de fond, des sujets qui pouvaient être atemporels, qui pouvaient être toujours d'actualité des années après. Le Covid a changé la donne pour nous puisqu'elle nous a mis face à l'urgence de traiter l'information quotidienne. Et c'est là où on a très très vite compris que cette information-là d'actualité chaude, elle est extrêmement coûteuse parce qu'elle nécessite une veille éditoriale, elle nécessite un travail sur le terrain qui ne peut être fait depuis son propre bureau et qui nécessite énormément de travail humain. Et c'est ça qui a un coût. Et c'est là, moi, où depuis 3-4 ans, je vois à quel point on est extrêmement fragile dans cette logique de l'information immédiate, de l'information réactive, en lien avec l'actualité, et qui nécessite d'investir énormément d'argent. En tout cas, pour nous, c'est ce qui a été notre expérience. Donc, sans ce l'événement que vous faites, et je vous remercie également, la Fédération des médias libres indépendants, des gens qui ont des mêmes visions de l'information, sans la mutualisation des moyens, on essaye, on a un peu de mal, en tout cas pour notre part, de mutualiser les moyens sur des enquêtes avec d'autres frères, d'autres médias, sans le soutien des populations, des citoyens qui veulent s'informer autrement et qui commencent à se rendre compte de l'énorme importance de l'écosystème médiatique indépendant, comme tous les médias que l'on représente aujourd'hui. Sans cela, effectivement, malheureusement, on ne peut pas exister. Et je pensais là, on disait tout le temps, la redevance télé, c'est vrai que dans un monde idéal, les redevances que les Français payent devraient aller tout ou partie aux médias indépendants, puisque les médias qui en profitent le plus sont tous sous perfusion. Et eux sont soutenus par des milliardaires. Et en fait,
tire une manne financière des impôts des Français, entre autres par cette redevance, en plus de ce qu'ils récupèrent de la publicité, alors que nous, les petits, tous les médias que vous représentez aussi, que ce soit ici en France, en Belgique, en tout cas, on est tous à la même enseigne. On a de l'argent uniquement de nos soutiens, de nos lecteurs. Donc c'est vrai que dans un monde idéal, il faudrait au moins que l'effort du public par les impôts puisse financer, peu importe l'orientation idéologique, parce qu'on a tous des visions différentes en étant des médias indépendants, puisse nourrir des médias indépendants, des opinions différentes et donner aux citoyens un spectre d'information le plus large possible. Merci Marc. Alexandre, tu veux ajouter quelque chose? Des petites infos. La RTBF a une dotation de 400 millions d'euros par an. Aujourd'hui, si la journée peut avoir lieu, c'est parce qu'il y a 90% de bénévoles. Donc la plupart des gens, 90% de bénévoles. Donc la plupart des gens qui viennent ici, qui sont là, ne sont pas payés pour un travail pour lequel ils devraient être payés, ce qui est totalement scandaleux, tout simplement, alors qu'à côté de ça, la RTBF fait un travail de propagande pour nous vendre des injections expérimentales et d'autres choses inutiles comme les JO. On peut souvent parler des journalistes sportifs. Et on peut rajouter qu'ils font de la concurrence déloyale en percevant de la pub, ce qui est normalement interdit puisqu'ils sont déjà subventionnés. Donc voilà, je crois que c'est juste pour dire, c'est un bon exemple parce que je voulais répondre. Le modèle économique est désastreux. Alors je suis tout à fait d'accord avec Étienne, mais ce que dit Étienne, c'est tout à fait vrai. Mais je dis toujours qui peut le plus peut le moins. Si on arrive à un tel modèle, c'est qu'on a quand même déjà tout changé. Ils veulent nous détruire parce que justement nous sommes un média libre. Donc voilà, les gens, je vais pas redire ce qu'a vécu Kéros, mais là on est dans une situation économique désastreuse alors qu'on devrait s'en sortir et être beaucoup plus de salariés. On n'est que 4 salariés, donc ça veut dire qu'on travaille beaucoup et qu'il y a plein de bénévoles. Et c'est la même chose pour BAM. BAM est dans une situation économique difficile. Je ne sais pas si c'est désastreux aussi, mais bon, ils ont moins de salariés. Donc, Il n'y a pas de il n'y a salariés. pas de salariés. On est tous Donc, bénévoles. Il y a ils sont juste une ils sont petite tous caisse de bénévoles. dédommagement pour ceux qui le Voilà. veulent. Zèbre est dans une situation désastreuse aussi, d'après ce que j'entends. Donc, tous les médias libres sont dans une situation compliquée. Et je pense, je termine juste, qu'ils vont à un moment donné disparaître et il n'y aura plus de médias libres. Juste un petit mot vraiment du tout petit journal, là, ce Samizdat, comme on appelait ça en Union soviétique. On est bien sûr sous forme associative, avec le strict minimum, hein, donc un président, un trésorier et un secrétaire. Et on est bien sûr bénévole. Et de toute façon, l'équilibre financier, c'est comme disent les gamins, c'est même pas dans tes rêves. C'est-à-dire qu'on paye pour s'exprimer. Mais je veux dire, bon, sachant qu'on cible quand même un territoire relativement réduit, en gros, bon, je vais vous le dire, hein, on tire entre 3 et 5 000 exemplaires. Et bah, c'est clair qu'on paye pour pouvoir dire ce qu'on a à dire, mais qui est différent. Je pense que c'est le choix aussi d'être en kiosque, hein. Tu parlais de Marianne, le milliardaire tchèque, Monsieur Kretinsky, n'a pas que Marianne, il a aussi un journal qui est absolument une horreur, une sorte de Je suis partout de 2024 qui s'appelle Franc-Tireur. Et c'est un journal avec des gens, pour ceux à qui ça dira quelque chose, Caroline Fourès, Christophe Enthoven. Barbier Enthoven. et Raphaël. Enthoven et monsieur Rudy Reichstadt, donc celui de l'arnaque du fonds Marianne. Et donc, nous, on paye pour avoir notre feuille de chou dans les kiosques, tous les 2, peut-être maintenant 3 mois, parce qu'il va falloir un petit peu calmer les frais. Et le plaisir suprême, c'est de voir certains kiosquiers qui mettent notre petit journal fait avec 3 personnes, une rédaction de 3 personnes bénévoles, un dessinateur qui est le fils d'un des rédacteurs, puis avec quand même un dessinateur qu'on s'est fait piquer par Kéros, qui s'appelle Léandre, et de voir notre petit... En passant par nous. Non, je plaisantais, je déconnais. Et donc de voir cette petite chose collée comme le scotch du capitaine Haddock à côté de Franc-Tireur, cette espèce de monstruosité de mensonge, comment dirais-je, d'aboyeur du ministère de la Vérité. Donc rien que pour ça, voilà, ça donne envie d'échanger une croisière philo avec Luc Ferry contre un financement d'un petit journal libre et indépendant.
Merci. Abordons un autre aspect, celui des réseaux sociaux, qu'on pourrait dire aussi réseaux asociaux ou les zéros sociaux, ce que je préfère. Évidemment, on ne peut pas, quand on fait du journalisme libre et indépendant et du journalisme tout court, ignorer cette réalité-là. Alors, quelle attitude devrions-nous, nous, avoir, journalistes indépendants, envers les zéros sociaux? Pierre? Mais c'est les réseaux soucieux aussi, hein, donc on peut dire ça comme ça. Comment? Ben, on doit faire mieux qu'eux. C'est la seule solution, être plus juste, plus vrai, plus authentique. On s'est tous à l'époque fait piéger par Gorafi. Entre action et réaction, il faut avoir réflexion. C'est ce que nous, on essaye de faire, c'est de se dire à un moment, est-ce qu'une information, on va faire les accords Toltec, est-ce que ce que je dis est vrai? Enfin bref, vous connaissez. Mais en tous les cas, de vérifier, débunker, débacter, ce qui est très, très difficile en fait. On est dans un contexte où, à un moment, on commence à voir ce qui est vrai. Il y a un point, on verra plus tard, qu'il y a l'intelligence artificielle qui va remettre une couche dessus. Mais comment savoir qu'une information est exacte? Comment savoir que la photo est exacte? Comment savoir que la vidéo est exacte? Ça devient très compliqué. Donc, on est dans un contexte où la presse libre a toujours fonctionné avec des gens qui étaient des lanceurs d'alerte ou des délateurs, en fait. C'est clair, hein. Donc, les lanceurs d'alerte sont très importants. Un garçon comme Claude Archer, je ne sais pas s'il est là, mais qui est un type fantastique, avec Transparencia, et qui fait un travail de dingue, qui prend des risques incroyables. Lui aussi, pour 0 francs, 0 centimes. Il faut un peu de folie pour faire tout ce qu'on fait, un peu de folie pour oser montrer que les choses ne vont pas bien, qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais c'est très, très difficile, justement, de juger. On ne peut pas juger tout citoyen à sa vérité. Maintenant, personne n'a la vérité, on a la nôtre et on essaye qu'elle soit la plus proche possible de la réalité, mais c'est très difficile. Marc, d'Oval Media, tu peux ajouter quelque chose sur les zéros sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à vous entendre, à entendre le son qui vient de la scène, donc j'espère être en phase avec ce que vous dites. Il s'agit bien des réseaux sociaux, j'ai l'impression. Quelle attitude les Oui, médias que nous sommes doivent adopter par rapport aux réseaux sociaux? oui. Alors, au risque de surprendre un peu mes confrères, moi je serais assez réservé. Je pense que moi, je serais plutôt à inviter à une attitude de très grande réserve, de très grande prudence à l'égard des réseaux sociaux et de l'utilisation qu'on peut en faire. Je pense que par nature, les réseaux sociaux, pour moi, feront un peu l'antithèse du travail que nous faisons et que nous avons l'ambition de faire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est un outil qui, par nature, a charge de véhiculer de façon massive, de façon invasive et à des vitesses supersoniques des contenus informationnels qui sont non vérifiés et pour certains d'entre eux non vérifiables. Donc je pense que ils ont cette capacité à, pour pas dire cette vocation, à divertir, j'ai envie de dire à tous les sens du terme, au sens de l'entertainment, de voilà, de divertir au sens d'amuser, comme au sens plus étymologique de détourner l'attention. Hein. Ils ont cette force-là. Les réseaux sociaux, dont on peut voir peut-être l'ancêtre par rapport à ce qu'ils sont capables de faire au niveau cognitif dans le zapping qu'on a promu à un moment donné à la télé comme une espèce de modernité, de possibilité d'avoir un accès plus rapide à l'information. Bon, ben, aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, cet accès continu qui permet de scroller d'une nouvelle à l'autre à l'information a un effet, on le voit chez beaucoup de digital natives, extrêmement toxique aussi. Hein. Donc, il est bien évident que nous ne sommes pas en capacité de les ignorer, mais je pense que je serais plutôt invité à une extrême prudence dans la façon de les utiliser pour le travail qu'on fait et les utiliser de façon vertueuse, ça voudrait dire les utiliser toujours dans l'éthique de notre métier, c'est-à-dire en ayant toujours en tête l'effet que l'utilisation qu'on peut en faire a sur le locuteur, sur celui qui parle comme c'est celui qui reçoit le discours. Voilà. Je pense qu'il faut que nous fassions une utilisation éthique des réseaux sociaux. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un outil technique et technologique qui a par nature
le pouvoir du vice et de la vertu. Voilà, un outil technique par nature n'est ni bon ni mauvais, hein. Une hache, c'est très bien si je coupe du bois avec, c'est moins bien si je décapite mon voisin avec, quoi. Les outils des réseaux sociaux, c'est la même chose. Aujourd'hui, ils sont plus qu'un outil et ils sont pour certains individus une espèce de prothèse. Voilà. Faut oublier, ils sont un prolongement cognitif de notre personnalité. Et je pense que chez les jeunes générations, ça a un impact extrêmement fort. Et je pense que les utiliser, c'est aussi accompagner cette utilisation d'une éducation à l'utilisation de ces réseaux. Voilà. Merci Marc. Alors, Étienne, tu veux réagir? Je vais encore parler de constitution. Je pense que les réseaux sociaux correspondent à un besoin politique. Ils permettent de faire remonter l'information de la base au lieu de la faire descendre vers la base. Nous avons besoin, en tant qu'acteurs politiques, les citoyens ont besoin de, de, de s'exprimer par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelait à Athènes, il y a 2500 ans, on appelait ça l'iségoria. L'iségoria, c'était l'équivalent de la liberté d'expression, et c'était le droit de parole pour tous, à tout moment et à tout propos. Mais ce droit n'a de sens que s'il y a des moyens de l'exercer. Or, les réseaux sociaux permettent aux citoyens de s'exprimer librement. Et ensuite, idéalement, et bien sûr, la situation est loin d'être idéale, puisque les réseaux sociaux, et c'est précisément, je crois, le problème, ont été capturés, construits et capturés, accaparés par les plus riches, comme les autres médias. Et la Constitution pourrait très bien y remédier. Euh, les riches se sont donné le moyen de filtrer cette information par ce qu'ils appellent des algorithmes. Alors, je sais que c'est qu'un algorithme, et je sais que ce sont effectivement des algorithmes, mais quand on dit un algorithme, on dirait que c'est quoi? C'est neutre presque, enfin bon, pas du tout. Les algorithmes utilisés dans les réseaux sociaux nous donnent des impressions fausses, nous enferment dans des bulles où nous ne sommes exposés qu'à des opinions avec lesquelles nous sommes d'accord. En fait, nous protègent de la contradiction, ce qui est une contre-hygiène politique, c'est-à-dire que nous avons besoin de la contradiction pour progresser et pour pas devenir fou. Nous avons besoin d'être contredits. Tous les humains ont besoin d'être contredits pour pas devenir dingues. Et en nous enfermant dans des bulles dans lesquelles nous n'entendons que des points de vue avec lesquels nous sommes d'accord, nous devenons tous, les uns comme les autres, quel que soit notre point de vue, nous devenons en quelque sorte fanatiques. Parce qu'on a l'impression qu'on est le camp du bien, on a toujours raison puisqu'on n'est pas contredit. Bref, donc nous avons besoin d'algorithmes particuliers qui ne sont pas les algorithmes des riches, qui sont commerciaux, qui cultivent notre confort au lieu de cultiver notre hygiène politique. Et je pense simplement que les citoyens ont besoin de créer eux-mêmes des réseaux sociaux. Nous avons besoin que l'État, c'est-à-dire la puissance publique qui normalement devrait être sous notre contrôle et que nous devrions instituer pour ça, en reprenant par ailleurs, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est un des sujets majeurs de la société, en reprenant le contrôle de la création monétaire, ce qui ferait que nous pourrions financer tout ce dont on va parler aujourd'hui. Nous devrions demander à notre puissance publique, en l'écrivant dans la Constitution, nous attendons de l'État qu'il nous finance un réseau social sous contrôle citoyen dont l'algorithme serait open, serait ouvert, non confidentiel et neutre et modifiable. Et du même coup, ce serait beaucoup moins dangereux. Ce serait beaucoup moins. Tous les problèmes que vous. Et vous avez raison, Marc, quand vous dites qu'il y a des tas de problèmes, hein, de distraction, divertissement, détourner l'attention, évidemment. Quand vous avez. Moi, j'ai 150 000 abonnés sur Facebook, mais quand je publie, je pense qu'il y a 5 abonnés qui sont au courant, quoi. Hein. Et donc, en fait, les réseaux sociaux, c'est un outil politique majeur, tels qu'ils sont aujourd'hui, un outil de riches contre les pauvres. Les pauvres, c'est 99%. C'est un outil pour nous donner l'impression aux résistants politiques de s'exprimer, de crier auprès d'une grande partie de la population, alors qu'en fait, le micro, le potentiomètre est réglé au minimum. En fait, on crie dans un puits et ça n'a aucun effet, mais on a l'impression que ça a eu un effet, ça sert de défouloir. Et en fait, c'est un exutoire politique qui désactive finalement nos résistances. Mais le réseau social n'est pas par nature comme ça. Il est comme ça parce qu'il a été capté par les plus riches, et parce qu'il est construit que par les plus riches, et parce que rien dans la Constitution n'oblige l'État
et en fait n'aide les citoyens à créer un vrai réseau social sous contrôle citoyen qui soit honnête, quoi, qui soit un outil pour la population de faire remonter de l'information vers la société, je pense que les réseaux sociaux ne sont pas mauvais par nature. Ils le sont aujourd'hui, mais ça pourrait changer. Merci Étienne. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Marc Daoud, éventuellement? Oui, 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 sur les réseaux sociaux, j'ai entendu. C'est vrai que le son est un peu compliqué, mais ça va, ça s'améliore. Alors, c'est vrai que j'ai un avis partagé. Euh, il y a des choses très intéressantes sur les réseaux sociaux et des choses très inquiétantes. Pour nous, journalistes, c'est vrai que les réseaux sociaux peuvent être une source d'information assez intéressante, toujours à vérifier, parce qu'il y a à boire et à manger. Mais effectivement, depuis les réseaux sociaux, c'est vrai que le travail de journaliste euh, voilà, ça a été un peu simplifié par la capacité à pouvoir fédérer des groupes de citoyens, de journalistes citoyens qui nous renseignent, qui nous apportent des informations du terrain, parce qu'on ne peut pas être partout, et qui nous donnent un accès à l'immédiateté qui est très intéressant pour nous, ne serait-ce que pour pouvoir être parfois informé en temps réel. Néanmoins, c'est vrai que les réseaux sociaux, tels que ils ont investi le champ social, euh, sont devenus effectivement des outils de manipulation cognitive, comme tu disais, Marc, effectivement, des prothèses euh, qui viennent chercher le shot de dopamine, qui viennent activer le circuit de récompense chez les gens, puisque les algorithmes ont été conçus comme ça, c'est-à-dire faire en sorte que l'utilisateur reste le plus longtemps possible, et donc lui apporter la dopamine nécessaire pour qu'il puisse passer de plus en plus de temps dessus. Et chaque réseau social utilise des techniques différentes. C'est vrai que le scrolling qui a été inventé par Facebook a été dévastateur et a initié un mouvement de création, enfin d'outils tels que celui-là pour capter l'attention de plus en plus. À chaque scroll, on va chercher l'information qui va nous plaire et l'information est répartie très astucieusement par l'algorithme suivant les profils pour qu'au bout de X scroll, le petit shot de dopamine pour cet utilisateur-là va pouvoir se faire et inciter au scroll suivant, etc., etc. Et on retrouve cette logique qui s'est diffusée sur tous les autres réseaux. Le plus éclatant aujourd'hui et le plus fulgurant étant TikTok, qui pour moi est infernal. Franchement, j'y suis allé juste pour le boulot, mais à reculons. Ce réseau social est franchement dévastateur pour le cerveau. Euh, Personnellement, j'arrive pas à y rester plus de 10 minutes, j'ai la nausée, mais effectivement, on voit à quel point tout est fait pour laisser aucun espace de réflexion, aucun temps mort, et l'accaparement de l'attention est au centre de la construction de l'application. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, à travers ces logiques-là, deviennent dangereux. Et d'ailleurs, TikTok, c'est quand même assez révélateur. Ça provoque des tics et des tocs. D'ailleurs, il y a une étude, je crois aux États-Unis, qui a conclu à je ne sais combien de pourcents d'enfants de telle tranche d'âge qui ont énormément de tocs maintenant après l'utilisation des réseaux sociaux, qui développent énormément de troubles de comportement. Et avec ce genre d'outils, on n'a pas à chercher pourquoi. C'est-à-dire qu'effectivement, le fonctionnement cérébral, nous, on a tous grandi, bon, pour la plupart, je pense que on a tous plus de 30 ans ici, mais on a tous grandi avant Internet, avant le réseau social. Le réseau social, pour nous, c'était la rue, c'était en bas de chez les gens, c'était Interphone, c'était au bar ou au café du coin. Donc notre cerveau s'est construit d'abord dans notre plus jeune âge, avec un rythme, une temporalité normale. Mais grandir aujourd'hui des 3-4 ans, les enfants des 3-4 ans ont des smartphones dans les mains, avec cette temporalité-là, cet accès au shot de dopamine, cet accès à l'information immédiate et au divertissement par les réseaux sociaux, c'est catastrophique. Moi, je suis pas
je suis pas neuroscientifique, mais en lisant certaines études, ça fait froid dans le dos. Donc c'est vrai que qui contrôle les algorithmes? J'allais venir sur qui contrôle les tuyaux, parce que ça aussi, c'est problématique pour la démocratie, les tuyaux, les opérateurs télécoms, mais les algorithmes, ils devraient être open source. Oh, on ne Bon, t'entend c'est comme plus. si on laissait l'accès à Là, la rue, au privé. C'est-à-dire que le réseau social aujourd'hui, c'est le lieu de rencontre. C'est là où effectivement, je pense qu'il y aurait, à légiférer là-dessus. Et pour le journaliste, c'est intéressant parce que ça apporte des genres d'informations, mais humainement et pour les citoyens, c'est pour moi, c'est vrai que c'est une catastrophe. voilà, merci. On ne t'entend vraiment pas. Enfin, à certains moments, on t'entend bien, mais la plupart du temps, c'est très mal, malheureusement. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour régler le problème. Mais de toute manière, on va arriver à la fin. Oui, oui. Simplement une chose, si je peux Pierre, me permettre, vas-y. les réseaux sociaux, on l'a vu, et Alexandre était présent à chaque fois, c'est que il n'y a plus de conférences de presse. Les conférences de presse sont directement en public, ils ne laissent plus aux journalistes le temps de réagir. Est-ce que c'est bien, pas bien? C'est démocratique en tous les cas. Ça permet d'avoir des PowerPoint en fin de journée à 22, 23 heures, où les gens savent qu'ils doivent fermer les bistrots et qu'on pourra faire du kayak alors qu'on ne peut pas en faire. Mais c'est ce genre de choses. Donc ça a été un grand comique. On a beaucoup d'événements qui sont directement mise à vie public, est-ce que c'est une bonne chose? Personnellement, il doit y avoir un petit devoir de réserve. En tous les cas, le journalisme n'existe plus. On va voir ce qu'écrit Taylor Swift. Est-ce que Justine Hénin a repris 2 fois de la purée midi? Et ça en fait un article, quoi. Donc c'est ça. Je- Je veux juste dire rapidement, c'est bien un signe de notre époque d'avoir appelé des réseaux sociaux, des réseaux justement qui tuent la sociabilité. Il faut savoir qu'avant, les enfants rentraient de l'école, allaient jouer dehors. Maintenant, ils rentrent, ils se mettent sur Facebook et ils communiquent. Et je le constate directement. Alors, YouTube a fermé notre chaîne alors qu'on avait 42 000 abonnés. Alors, la raison, c'était qu'on mettait en danger la santé des utilisateurs de YouTube. Donc, c'est vrai. Et Facebook, c'est comme tu dis, Étienne, c'est que quand on fait une publication de 118 000 abonnés, qui sont 118 000 depuis 3 ans là maintenant, donc on peut plus s'abonner, il y a quasiment aucune personne qui n'est informée. Donc, en fait, ils ont accaparé la parole publique pour la faire remonter vers le haut, dans une société qui n'a plus d'agora et où on entend tout et quand on essaie d'avoir un discours cohérent, on est censuré, tout simplement, comme sur les autres plateformes. Alors, il me semble qu'il faut distinguer Facebook de Twitter, parce qu'il s'est passé quelque chose sur Twitter. Et Twitter était extrêmement censuré comme Facebook, et Twitter ne l'est plus. Ou en tout cas, ne l'est plus apparemment. Je ne suis pas sûr que Twitter va rester comme il est. Il est possible que ce soit une trappe à résistance, c'est-à-dire une espèce d'attrape-mouche qui nous repère, qui permet de nous repérer pour ensuite nous coffrer, nous emprisonner, comme ils ont fait, comme tous les pouvoirs totalitaires font régulièrement. Donc ce ne serait pas une nouveauté. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Pour l'instant, je voudrais quelque chose qu'on n'a pas dit sur les réseaux sociaux. Je comprends, je partage les critiques qu'on en fait, mais je voudrais souligner que c'est tout ce qu'on a. Alors, sauf ceux qui ont le courage de monter un média carrément, mais pour ceux qui n'ont pas le courage de monter un média, moi, s'il n'y avait pas Internet, je n'existerais pas politiquement, et l'idée démocratique que je défends, elle n'existerait littéralement pas. Elle serait dans mon pâté de maison, dans mon immeuble. Au lieu de ça, quand les Gilets jaunes se révoltent, on voit des revendications constituantes, et notamment le RIC qui germe partout, partout dans le pays. C'est le résultat des réseaux sociaux d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, l'Internet nous permet, est aussi, c'est un outil de manipulation, c'est un outil de divertissement, c'est un outil de violence insupportable, mais c'est aussi un outil d'action politique et qui est tellement libre, si on y réfléchit, que ce que sont en train de préparer les pouvoirs en ce moment, c'est de détruire les réseaux sociaux. Regardez ce qu'ils en disent à la télé. Ils sont en train de préparer l'opinion à ce qu'on interdise les réseaux sociaux. Le commissaire Breton, qui est c'est un fasciste, quoi, hein, pour moi, c'est un dictateur, ce gars-là. Ce type-là n'est responsable devant personne, et il va interdire Twitter en bagarre frontale pour nous museler complètement. Alors qu'il n'a absolument pas le pouvoir, les traités ne lui donnent absolument pas ce pouvoir, mais de toute façon, ces gens-là sont irresponsables. Van der Leyen, elle nous conduit à la guerre, elle conduit à nous empoisonner, parce que les injections expérimentales, c'est toxique, et elle fait ça alors elle n'en a pas le pouvoir dans les institutions européennes, et de façon complètement impunie. Ces gens-là sont absolument irresponsables.
Et donc, la seule chose qu'ils craignent finalement aujourd'hui, c'est ben, les, les résistants qui se servent des réseaux sociaux pour résister. Donc, il ne faut pas non plus que nous devenions des condamneurs de réseaux sociaux, alors qu'on a presque que ça, quoi. Hein. Donc, faites attention à pas non plus on ferait mieux d'instituer notre propre réseau social. Alors, on pourrait résumer en disant que les réseaux sociaux sont un pharmacone, donc un pharmacone, à la fois poison et remède. On pourrait résumer ça comme ça. Donc, alors, peut-être pour terminer, la question encore plus angoissante qui est liée aux réseaux sociaux, c'est celle des intelligences artificielles génératives, dont vous avez certainement entendu parler avec l'arrivée de ChatGPT il y a bien 1 an et demi à peu près, et qui a littéralement explosé. Donc là, c'est pour créer du contenu écrit. Vous avez aussi Midjourney qui crée des images et des vidéos, je pense, à partir de certaines requêtes. Et c'est totalement effrayant. Alors, ça pose la question de que va devenir la vérité? Est-ce que la vérité ne sera plus appréhendable que dans les relations directes en face à face? Tout ce que nous verrons à travers un écran, dorénavant, nous ne pourrons absolument plus faire confiance à cela, je pense. Est-ce que quelqu'un peut me Juste démentir ou me pour rassurer? signaler que ça va être le dernier quart d'heure. Voilà. C'est pas pour censurer ou pour. Mais voilà, je suis désolé. Qui veut réagir sur les intelligences artificielles génératives et me rassurer ou Enfin, pas? c'est toi qui m'as appris que ça existait, donc générative, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais effectivement, moi, la seule petite opinion que j'ai là-dessus, je voulais d'ailleurs en faire un petit article, c'est à l'été dernier, donc à l'été 2023, j'ai lu que le tabloïd allemand Bild allait licencier 30 de son personnel, aussi bien dans la fabrication, la PAO, etc., que dans le journalisme. Moi, j'ai habité pendant longtemps en Allemagne, je connais bien ce journal-là. Je me suis dit: «Franchement, c'est pas un exploit». Heu, à tel point, puisque de toute façon, l'intelligence artificielle doit, quelque part dépasser l'humain. Mais ce genre de presse est tombé tellement bas que de toute façon, on leur mâche le travail. Après, immédiatement après, je me suis dit: «Tiens», j'avais entendu parler d'un candidat dont on parle assez peu pour les élections présidentielles américaines, qui est Robert Kennedy Jr., qui est en 3e position des sondages après, Trump et Biden, et je me suis dit: «Je veux en savoir un peu plus sur lui», et je tape, hein, Robert Kennedy Jr. dans mon moteur de recherche favori, et je tombe sur les sites internet du Parisien, du Figaro, du Monde, et cetera, et je trouve à chaque fois 3-4 mots: complotiste, anti-vax, anti-système. C'est de l'intelligence artificielle ou c'est de la connerie humaine? Les 2, non, mais les 2 sont tellement rejoints que franchement, l'intelligence artificielle, au niveau de la presse mainstream d'aujourd'hui, c'est pas du tout un exploit à la, comment ça s'appelait? DeepMind là, hein, qui a battu Kasparov, ou qui a fait jeu à peu près égal avec Kasparov il y a 25 ans. C'est du niveau de ce qu'on avait au début des années 80 quand on était des jeunes, geeks, avec un programme d'échecs qui était contenu dans un mini cassette et qu'on branchait sur la télé avec un ordinateur avec 1 kilo-octet de mémoire. Je pense que le challenge, il est là tellement, je veux dire, voilà quoi, ça tourne autour de quelques mots: complotiste, la guerre, ça pas bien, ça bien, donc je vois pas comment, enfin, l'intelligence artificielle peut, je sais pas, à la limite, ça peut être que mieux par rapport aux robots humains qui font l'information mainstream. Oui, j'ai dit un petit bout. Simplement, ça peut pas être pire que maintenant, hein, donc quelque part. Si, ça peut être pire. Hein. Voilà, et simplement, ce qui est plus inquiétant, c'est que vous savez que le gouvernement, c'est très facile à diriger puisqu'ils nomment des experts, hein, les Big Four, hein, Deloitte pour la région bruxelloise, ça 120 millions par an. Donc, pour dire quelque chose, et eux utilisent l'intelligence artificielle. Tout le good move, toutes les choses sont faites en intelligence artificielle. Donc, les gens sont dirigés par des gens qui sont conseillés, et ceux-là sont dangereux. Vraiment. C'est vraiment ceux qui conseillent le gouvernement. C'est très facile pour vous diriger. Hein. À un moment, vous mettez des scientifiques qui maintenant sont les lapins blancs, se lancent en politique. Et puis après, quand ça ne marche pas, on dit mais on n'est quand même pas terriblement confiné, le port du masque, c'est jamais de leur faute en fait. Donc il s'est toujours retranché, il y a des conseils. Deloitte et les Big Four sont des gens extrêmement dangereux.
Il me semble qu'il y a, enfin moi, c'est peut-être le danger qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est la capacité pour des machines de fabriquer des fausses images, des fausses vidéos, des faux enregistrements sonores et qui vont être dans les pattes des gouvernements, possiblement, puisque ça va être dans les pattes de n'importe qui. Or, les gouvernements, tous les gouvernements du monde, depuis César, enfin depuis la nuit des temps, les gouvernements veulent se débarrasser, veulent s'autonomiser, c'est-à-dire s'affranchir de tout contrôle, et donc euh, se débarrasser des opposants politiques. Et on distingue les régimes tyranniques des régimes de liberté dans le traitement des opposants politiques. Or, si les gouvernements ont le moyen de monter des fausses vidéos qui ne se voient pas, on ne voit pas que c'est des fausses photos, on ne voit pas que c'est des faux enregistrements sonores, des fausses preuves finalement que tel et tel résistant se sont comportés comme des salauds, les gouvernements vont avoir le moyen, et c'est terrifiant, pour moi c'est terrifiant, de, de, non seulement de discréditer leurs opposants politiques, mais de légitimer leur enfermement. C'est-à-dire que la population ayant vu tel résistant en train de, je sais pas, de violer un enfant, alors que tout est fake, absolument, c'est faux. Mais les vidéos sont plus vraies que vraies, semblent plus vraies que vraies, et la population, révoltée par ces vidéos dégoûtantes, vont accepter que ce résistant soit enfermé, alors que c'était leur meilleur sentinelle. Alors ça, pour moi, c'est la pire dystopie que j'arrive. Enfin, oui, je comprends, hein, je partage ce que vous avez dit sur l'intelligence artificielle qui remplace les humains et qui va être peut-être plus intéressante que la connerie humaine. Mais il y a l'aspect. Oui, 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 bien sûr. Mais mais ceci dit, il est possible que l'intelligence artificielle arrive à. Moi, je ne vois pas d'incompatibilité, d'impossibilité à ce qu'une machine bien programmée, honnêtement, loyalement, arrive à nous dépasser. Quand je vois un tableur Excel, la façon dont elle calcule mieux que moi, ça y est, c'est déjà fait sur certains sujets. Et donc, ça va se faire sur d'autres sujets. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est l'utilisation politique de fabrication des preuves contre les opposants politiques. Là, tu vois, comme moi, mon domaine d'étude, c'est les pouvoirs, les abus de pouvoir et notre résistance aux abus de pouvoir. Là, je ne vois pas comment, même avec des institutions, je vais arriver à résister. Donc, ça me terrifie particulièrement hein, sur cette question de l'intelligence artificielle. Marc de Valmédia, est-ce que tu peux ajouter quelque chose de rapide là-dessus? Oui, très, très rapidement, moi, je dirais peut-être un peu dans le sens de ce que dit Étienne. Moi, je suis moins inquiet à l'idée que l'intelligence artificielle puisse venir se substituer à l'intelligence humaine. Au demeurant, l'expression elle-même d'intelligence artificielle est intéressante et serait à questionner parce que c'est à se demander si c'est elle-même pas un fake, parce que intelligence artificielle, il se pourrait que ce soit une expression contradictoire. L'intelligence de nature, c'est quelque chose qui est la capacité, par la souplesse, par la ductilité, à s'adapter à une situation nouvelle. Et je suis pas sûr du tout que ce soit la capacité des intelligences artificielles les plus évoluées, hein. C'est par compilation, par assimilation d'informations avec des vitesses supersoniques qu'elles arrivent à des résultats, mais certainement pas s'adapter à des situations qu'elles ne connaissent pas. Alors, moi, je suis beaucoup plus inquiet par le fait inverse que plutôt que la machine ne nous dépasse, c'est que nous-mêmes soyons à terme transformés en machines et en robots. Alors, pour aller un peu dans le sens de ce que dit Étienne dans la dimension politique où vous allez, Étienne, effectivement, je crois que ce qui est très préoccupant, c'est l'utilisation que des régimes malveillants pourraient faire de ça et font au demeurant déjà, ce qui est pas nouveau. Au demeurant, dès qu'on a pu falsifier des moyens de communication, on l'a fait. On sait très bien que Staline aussi truquait des photos à des fins de propagande. Mais l'intelligence artificielle, il est vrai, nous faire rentrer dans une dimension nouvelle, extrêmement inquiétante, où la limite entre virtualité et réalité est à ce point floue qu'on n'arrive plus à les discriminer. Alors, je dirais simplement, pour peut-être terminer sur une note d'espoir, que l'intelligence artificielle générative nous met en demeure finalement de revenir à une espèce de cœur de ce qui est notre métier et de ce qui doit le demeurer, c'est-à-dire que par essence, pour nous, la source doit être suspecte. Voilà. Et notre métier, à la base, consiste à questionner l'authenticité et la véracité de la source. Alors, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où effectivement, peut-être, lorsqu'on est face à une vidéo, on ne sait plus si on est face à une personne ou face à un hologramme, face à un fichier audio, on ne sait plus si
fichier fake ou pas. Alors c'est prégnant aujourd'hui, c'est systématique pour nous, mais finalement, est-ce que ça nous met pas en demeure de revenir à notre cœur de métier qui est par essence enquêter sur l'authenticité de la source qui est face à nous. Merci. Marc Daoud, est-ce que tu as une petite note d'espoir en 2 minutes, Marc Daoud, ou pas? Ou- Je vais essayer. Effectivement, je pense que l'espoir ne viendra que de ceux qui veulent préserver le lien humain, parce que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer le lien humain, mais par contre, elle peut l'imiter. Et c'est ça la difficulté à laquelle on est confronté. C'est l'intelligence, mais effectivement, il y a une illusion d'intelligence qui peut nous tromper, qui peut remplacer notre métier. Effectivement, dans le journalisme, l'illustration, c'est vrai que nous, on est sur papier, donc vous avez une couve comme ça peut être fait facilement par une intelligence artificielle type mid-journée. D'ailleurs, on a proposé, moi j'ai refusé, ça me coûte de l'argent ça. Je pourrais faire tout mon magazine avec ChatGPT une journée, mais je perds très vite mon doctorat et je perds très vite le lien en fait avec ces gens. Donc c'est vrai qu'en fait, ce qui va nous sauver, c'est que la plupart des gens qui s'émerveillent de la technologie, finalement, très vite, en tout cas dans mon entourage, on se rend compte que lorsqu'on remplace le lien par la technique, très vite, finalement, on perd quelque chose. Et c'est pour ça que le télétravail pose problème, c'est pour ça que voilà, le travail à distance, etc., pose problème. Et il n'y a qu'en renouant du lien qu'on laissera l'outil technologique là où il doit garder sa place, c'est-à-dire dans un tiroir à outils. Il ne doit pas remplacer le lien, il ne doit pas remplacer l'humain. Et c'est que par le travail de chacun de faire attention à ce qu'il ne remplace ce qui est existant. Et moi, j'étais tellement acharné sur ce point dans mes équipes que j'étais même prêt à créer, on pourrait peut-être même créer un label fait par des humains. Parce que très vite, bientôt, se posera la question de est-ce que ce contenu a été créé par un humain ou par une machine. Donc, moi, je pense que à nous de nous organiser pour faire valoir ce qui sera irremplaçable, à savoir l'authenticité du travail humain, jusqu'à même accepter l'erreur humaine. L'erreur humaine est intéressante parce qu'elle provoque quelque chose, alors que la machine, entre guillemets, on va la vendre comme ne se trompant jamais. Mais n'allons pas vers cette direction Marc Daoud est une intelligence artificielle, à mon avis. technologique. Gardons au centre de C'est pas lui? notre vie l'imperfection et la perfection. Quelle supercherie. Dans notre travail, on va dire, elle a toute son importance. Merci Marc. Merci. Alexandre, Oui. le mot de la fin? Non, juste, peut-être que vous connaissez cette expérience de psychologie où on prend 2 groupes de sujets et on leur présente un produit qui est en fait un placebo comme un analgésique et la moitié du groupe, c'est un robot qui le donne, une machine, et l'autre moitié, c'est une infirmière ou un infirmier, hein, on va pas faire, parce qu'aujourd'hui on peut dire. Et et alors, le placebo fonctionne véritablement chez l'être humain, donc quand c'est un soignant humain qui donne, ça a vraiment un effet analgésique. Alors que quand c'est une machine, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai encore l'espoir de croire qu'on pourra reconnaître l'humain de la machine, on espère. Ouais, juste une petite seconde. Parfois, on se dit qu'on peut rien faire. Il y a 3 phrases, hein, le Dalai Lama, un moustique dans une chambre et on voit lequel passe la plus mauvaise nuit. On doit être le caillou dans la chaussure, on doit être la goutte qui va faire déborder leur vase. Vraiment, c'est ça qui est important. J'en profite pour remercier toute l'équipe là, Kairos, et merci pour l'invitation. Vraiment, tous ces bénévoles qui méritent comme nous et comme tous vos applaudissements. Et merci à tous. Merci à Marc, Étienne, Pierre, Pascal, Alexandre, l'équipe technique, Terrandi, Bernard Legros. notre maître de cérémonie. Voilà, on est parfaitement dans les temps. Voilà. Maintenant, à vos lectures.
Oui, donc juste pour finir, je dirais un petit mot de Aristote. Il n'y a qu'un seul moyen d'éviter les critiques. Ne dis rien, ne fais rien, ne sois rien.